Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Zone Franche. Dans ce numéro, nous recevons pour vous Modeste Kérékou, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, ancien député à l'Assemblée nationale, aujourd'hui directeur du Fonds national pour la promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes FNPEJ. Modeste Kérékou, bonjour. Bonjour, cher ami. Bienvenue chez nous, en Zone Franche. C'est un plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, on parlera avec vous de la direction que vous dirigez depuis maintenant un an. On abordera également les actions sociales sur la rupture, le visage social de la rupture. Zone Franche, c'est en direct sur Kandi FM à Kandi, Solidarité FM à Djougou et Fraternité FM à Parakou. Zone Franche, c'est aussi avec vous, Nagui Balagwe. Bonjour. Bonjour Imran Issifou, bonjour chers téléspectateurs. Modeste Kérékou de la refondation. Au nouveau départ, bien de choses ont dû changer et très probablement le FNPEJ aussi. Quel est selon vous que retenir du FNPEJ version nouveau départ? Merci beaucoup chers amis, chers journalistes. Merci pour cette opportunité que vous me donnez de changer avec vous et à travers vous, avec tous vos auditeurs et vos téléspectateurs. Je voudrais leur souhaiter une agréable journée en notre compagnie. Le FNPEJ, c'est vrai, vous l'avez dit, c'est une institution voulue par le gouvernement du Bénin qui a pour vocation d'accompagner les jeunes à l'auto-emploi. Vous savez, l'emploi, les possibilités d'obtention d'emploi par les jeunes s'amenuisent de jour en jour. Les jeunes désireux d'avoir un emploi qualifié, un emploi décent, arrivent sur le marché de plus en plus nombreux. Les possibilités, il n'y en existe plus. Donc, l'auto-emploi apparaît indubitablement comme une solution pour quand même résister, lutter contre le chômage et le sous-emploi massif des jeunes. J'ai dit que le FNPEJ, vous l'avez dit, M. Alagbe, que c'est depuis 2008. En effet, de 2008, disons à 2017, il s'est passé beaucoup de choses. Le Fonds national pour la promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes a accompagné des milliers de jeunes, mais avec des fortunes diverses. Il y a eu des succès. Il y a eu également des points pas tout à fait reluisants qui méritent d'être corrigés, d'être améliorés. Et c'est à cela que nous nous employons. Donc voilà ce que je peux dire et pour dire quand même que de mon point de vue, l'encouragement, l'incitation de la jeunesse à l'auto-emploi ne peut de nos jours souffrir d'aucune contestation parce que la réalité, elle est là et vous la savez peut-être mieux que moi. Bien sûr, vous dites il y a eu de belles choses, mais il y a eu aussi de mauvaises. Dites-nous, qu'avez-vous trouvé au moment où vous êtes arrivé, on va le faire brièvement, de mauvais, par exemple, dans la gestion de cette institution, dans les pratiques de cette institution? Comment l'institution a fonctionné avant vous? Qu'est-ce qu'il y avait de mauvais? Avant de parler de ce qu'il y avait de mauvais, permettez-moi de dire un mot sur ce qu'il y a de bon. Ce qu'il y a de bon déjà, c'est l'idée. Une idée géniale, une idée formidable qui mérite d'être reconnue et d'être saluée. D'instituer un dispositif, un mécanisme pertinent d'accompagnement des jeunes désireux d'aller à l'auto-emploi. C'est déjà ça, il faut le reconnaître comme tel. Maintenant, dans l'opérationnalisation de cette idée, dans les mécanismes qui ont été mis en place, et cela a pu souffrir d'un peu de faiblesse liée au contexte qui est le nôtre. Première observation, c'est que nous sommes très peu alors formés pour l'auto-emploi. Deuxième observation qui est la mienne, c'est l'accompagnement n'est pas suffisant. Troisième observation, c'est que nous sommes sur un terrain qui nécessite du temps pour avoir des résultats probants. Il se fait que le temps est notre principal ennemi. Nous voulons des résultats tout de suite. Ce n'est pas possible.
Dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas possible d'avoir des résultats tout de suite. C'est un travail de longue haleine. Et enfin, il faut le dire, je le dis, la mort dans l'âme. Il y a quelques années, vous étiez là, nous étions tous là. De mon point de vue, il y a eu beaucoup de politisation, de la propagande, du populisme, ce qui a quelque peu, ma foi, dévoyé l'importance de cette idée et lui a donné du plomb dans l'aile et ne lui a pas permis d'avoir les résultats qui étaient légitimement attendus d'un projet étatique de cette importance-là. Cela dit, depuis le 6 avril 2016, avec l'avènement du gouvernement, de la rupture et du nouveau départ, les instructions de l'autorité de tutelle, Madame le ministre du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales, qui exerce la tutelle sur le fond, ont été très clairs. C'est de corriger sans délai ces points de contre-performance qui ont été notés et de faire en sorte que le FNPEJ apporte un concours plus appréciable, un concours de qualité aux jeunes désireux d'aller à l'entrepreneuriat sans qu'ils soient tenus compte d'autres considérations en dehors de la qualité du projet, de la détermination, de la motivation du promoteur et de s'efforcer pour couvrir de manière équitable, disons, l'ensemble du territoire national et surtout de veiller, de travailler, de veiller au recouvrement des ressources publiques mises à la disposition des jeunes, au moins dans les proportions acceptables. Parce que vous le savez, cela tout le monde le sait, nous sommes dans le domaine du crédit, du financement. Ce n'est pas évident d'avoir des taux de recouvrement de 100%. Il faut le dire, moi je n'ai pas la langue de bois, mais il y a des taux de recouvrement qui sont comme des moyennes, des normes admises dans l'activité. Quand nous sommes en deçà de ces taux, nous sommes en contre-performance et nous ne devrions pas, si nous avons suivi toutes les étapes avec la rigueur et la qualité qu'il faut. Les collaborateurs et moi, nous y travaillons. C'est un exercice passionnant, mais quelque peu fastidieux et pénible, mais nous y arriverons. Vous y travaillez, mais on a l'impression que le FNPEJ, depuis quelques mois, est comme dans une baisse de régime. Comment cela s'explique que le FNPEJ se fasse aussi discret, que le FNPEJ ne soit plus ce qu'il était en temps? Merci beaucoup. C'est une vue de l'esprit. Et permettez-moi de vous dire que c'est peut-être une appréhension ou un sentiment, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y a quelques mois, nous étions habitués à de la propagande à tout va, à de la communication à tout va. Ça, j'ai l'habitude de dire que l'argent n'aime pas le bruit. Nous finançons des jeunes. Il y a de la normocommunication aussi au FNPEJ. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup cette expression, mais j'ai envie de dire que c'est ça. Oui. Parce que vous savez, quand nous avons vocation à accompagner des jeunes à l'auto-emploi, nous avons besoin de calme, nous avons besoin de sérénité pour travailler. Nous n'avons pas besoin de faire de la propagande, de la communication à tout va. Oui. Les banques, vous savez que les banques font du financement dans ce pays tous les jours. Mais elles ne crient pas sur les plateaux de télévision ou de radio qu'elles ont financé telle personne, qu'elles ont décaissé telle ressource. Le FNPEJ, version nouveau départ, communique en direction de nos cibles, qui sont nos partenaires en amont et en aval, et nos bénéficiaires des messages spécifiques à eux adressés. Le FNPEJ s'interdit de la propagande, du populisme. Le FNPEJ s'interdit désormais d'exposer les bénéficiaires. Je peux, si vous le permettez, vous donner des exemples ici où trop de communication, où la remise de chèques aux bénéficiaires ou même aux partenaires système financier décentralisés par les autorités d'alors, de manière ostentatoire devant micros et caméras, ont été les causes d'échecs des jeunes promoteurs, ont été des raisons qui les ont
même créer d'autres problèmes personnels en dehors même de la nature. Si vous n'expliquez pas, les Béninois ne vont pas comprendre comment le fait qu'on ait communiqué simplement sur la remise, c'est quand même les fonds publics qu'on met à la disposition des jeunes. Tout au moins, il faut quand même communiquer sur cet aspect. Parce que de toute façon, il y a un intérêt Voilà. à communiquer. Okay. Il y a peut-être de la Sache. suscitation, une sorte de suscitation qui accompagne la communication, amener les gens à voir qu'il y a des choses qui se font, parce que le Béninois n'est pas porté vers le crédit. Et même les banques dont vous parlez, les banques se plaignent de la disponibilité des crédits et de la réticence des agents à venir vers ces crédits. Je comprends bien votre question et vous avez bon droit de la poser ainsi et je vous répondrai aussi de manière très factuelle. Dans des inspections, des visites auprès des bénéficiaires que j'ai pu diligenter sur le terrain conduite moi-même, j'ai des jeunes promoteurs qui m'ont dit, monsieur le directeur général, savez-vous que parce que on m'a vu à la télé recevant un chèque de l'autorité, du ministre, pas une fois même de monsieur le président de la République lui-même, avant même que je ne quitte Cotonou, le palais de congrès pour ma localité X, c'est presque tout mon village qui m'attendait chez moi à la maison. Pourquoi? Pour avoir une partie Et quand j'explique que c'est pour un projet, quand j'explique que dans 5, 10, 15 millions, je ne peux pas à mon tour passer 100 000 francs, 200 000 francs à quelqu'un, parce que je n'ai même pas commencé la réalisation du projet, ça a pu m'attirer des ennuis. Nous sommes des Béninois, je n'en dirai pas plus. Comprennent qui a envie de comprendre. Deuxièmement, nos partenaires, système financier décentralisé, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que nous sommes dans l'approche faire. C'est pas nous en tant que... C'est une nouvelle donne par rapport à ce qui se faisait avant. Oui, le FNPEJ, c'est 2 phases de vie. De 2008 à 2012, disons que nous avons financé les bénéficiaires de manière directe, où nous recevons les plans d'affaires, nous les étudions, comité de crédit, décaissement, suivi et tout. Ça s'est fait avec quelques succès, mais aussi beaucoup de difficultés. Le gouvernement d'alors, vu les impayés qui s'accumulaient, a décidé de stopper et a commandité un audit institutionnel. Au terme de cet audit institutionnel, l'approche faire a été fortement recommandée et le Conseil des ministres l'a instruit au terme d'une session du gouvernement. Et depuis 2014, nous sommes dans cette approche faire qui consiste à contractualiser avec des systèmes financiers décentralisés par zone, après un appel d'offres ouvert. Donc ce sont ces systèmes financiers décentralisés en ce moment qui reçoivent les plans d'affaires des jeunes, qui les approuvent ou non et qui reçoivent des lignes de crédit de la part du FNPEJ pour les mettre à disposition des jeunes et qui sont en conséquence chargés de faire le recouvrement. C'est ce mode opératoire qu'il est convenu d'appeler l'approche faire. Donc je vous disais tantôt, chers amis, que même ces partenaires systèmes financiers décentralisés nous ont dit, nous sommes des professionnels du crédit, nous le faisons tous les jours. Mais votre manière ostentatoire de remise de chèques devant micros et caméras nous crée des difficultés. Nous n'arrivons pas à recouvrir les fonds normalement parce que les bénéficiaires nous disent que c'est des ressources publiques, c'est l'argent de l'État et que c'est fait de manière politique. Donc, ce que nous souhaitons, monsieur le directeur général, au terme des réformes que vous avez engagées, il faut que nous puissions travailler un peu plus discrètement. Face à la pertinence de ce genre d'arguments, je ne vous cache pas, j'y ai accédé favorablement sans délai. Parce que moi, quel est mon but? Quel est mon souhait? C'est que 90, voire plus % des jeunes qui obtiennent le financement réalisent leur plan d'affaires et que nous les entourions de plus de chances de réussite. C'est pas combien de fois nous passons sur les écrans de télévision pour remettre les chèques. Si de la pratique, ceux qui en ont la pratique nous disent que c'est une source d'échec, de contre-performance, ben, je mets fin à cette pratique. C'est mes partenaires, les systèmes financiers décentralisés,
les jeunes sont nos bénéficiaires, mon devoir, c'est de créer les conditions favorables pour garantir le succès du financement, le succès de leur activité. C'est ce que nous essayons de faire. Vous avez totalement raison quand vous évoquez, en tout cas, la réticence des bénéficiaires, par exemple, qu'on communique énormément sur eux. Mais est-ce que vous nous promettez au moins que les Béninois doivent savoir combien l'État béninois débourse pour cette opération, combien de personnes bénéficient de cette opération, peut-être même la répartition sur le plan national, et peut-être s'il y a des gens qui parviennent à réussir dans ce domaine, on peut quand même les montrer. Ça peut susciter, ça peut être pris comme des exemples pour d'autres jeunes qui sont à la maison de voir que quelqu'un a pris un fonds au niveau du FNPEJ et qu'il a pu réussir une entreprise quand même, non? Vous avez parfaitement raison sur ce point. Et je puis vous dire que c'est ce que je disais que nous faisons depuis, en tout cas, que nous en avons la charge, une communication, j'ai presque envie de dire, à dose homéopathique. Elle est distillée de manière à ne rien entraver dans le processus. Je l'ai dit et je m'en contenterai, je le redirai et je n'en dirai pas plus. Pour l'exercice budgétaire 2017, le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, a mis à la disposition du FNPEJ pour les jeunes exclusivement financer les start-up des jeunes 2,5 milliards de francs CFA. À un moment où tout le monde disait au président de la République, j'en parle parce que j'en sais, que ce programme-là était un gouffre financier, qu'il fallait l'arrêter. Le président de la République, soucieux d'accompagner quand même les jeunes à l'auto-emploi, sachant que l'État n'est plus en capacité d'offrir du travail à tout le monde, a maintenu ce programme. Il nous a instruit, la ministre de tutelle nous a fortement instruit de faire une évaluation, de proposer des corrections, d'essayer de faire des choses pour avoir plus de résultats. C'est ce que nous faisons. Nous avons dit que ces ressources-là sont disponibles pour tous les jeunes désireux d'entreprendre dans les 77 communes du Bénin. Nous avons dit à suffisance partout la procédure, le mécanisme. Je pense que ça suffit. Nous n'avons pas besoin de dire que M. Imran a eu tel nombre de millions pour faire de la pisciculture ou pour faire ci ou pour faire ça. Pour que, par ailleurs, tous ceux qui ne portent pas M. Imran se sentent en devoir d'avoir à s'en prendre ou bien à le jalouser ou bien à souhaiter son échec. Nous communiquons sur le mécanisme, sur les conditionnalités, sur les montants disponibles. Et je me suis engagé à la fin de l'année, à la fin de cette année, que sur les montants disponibles, mon équipe et moi, tous mes collaborateurs du FNPEJ, nous publierons un résumé exécutif pour dire voilà les moyens qui ont été mis à notre disposition du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Voilà ce que nous en avons fait. Ça a créé, nous avons pu financer tel nombre de start-up portés par les jeunes ou tel nombre de petites entreprises déjà, et voilà les effets induits. S'il y a un reliquat, le voilà. Si la totalité de la cagnotte a été épuisée, nous le dirons. Donc, ce n'est pas que nous ne communiquons pas. Nous communiquons, mais nous ne communiquerons pas comme cela se faisait par le passé, parce que nous sommes convaincus que le bruit ne fait pas du bien et que le bien ne fait pas du bruit. C'est peut-être l'occasion de revenir sur le mécanisme. Quel est effectivement le processus pour accéder justement à l'accompagnement du FNPEJ? D'accord. À l'endroit de nos téléspectateurs des jeunes, je le redirai parce que la répétition est pédagogique. C'est vrai, vous avez fait une tournée pour expliquer, oui. Mais cette fois-ci c'est beaucoup plus voilà. solennel. Nous l'avons expliqué dans les différentes communes que nous avons pu parcourir grâce au concours des maires, que je voudrais saluer avec beaucoup de respect d'ailleurs, qui nous ont permis de rencontrer les jeunes et de leur expliquer le dispositif. Le FNPEJ s'adresse à deux catégories, disons, de personnes.
ce que nous appelons les primo-demandeurs, les jeunes qui n'ont encore rien fait du tout. Là encore, il y a des sous-groupes. Vous pouvez venir, vous avez déjà une idée claire et nette. Vous avez même un document, un business plan. Nous échangeons avec vous, nous regardons. Maintenant, nous vous référons vers, si vous avez déjà le document, nous vous référons vers les partenaires financiers, les systèmes financiers décentralisés, que l'État nous a dessaisis de la capacité d'étudier les plans d'affaires et de décider de financer ou de ne pas financer. Et ça, c'est juste pour éviter des amalgames politiques ou bien que les choses se fassent de manière partisane. Il faudrait peut-être pas qu'il soit dit demain que parce que le DG est de la rupture, il finance que les gens de la rupture, ou parce qu'il est de Nati Tengou, il finance que les gens de Nati Tengou, etc. Le DG que je suis et l'ensemble de mes collaborateurs, sachez que nous n'avons aucune prise sur la décision ou non de financer un plan d'affaires d'un jeune. Il vient, il nous donne son document, nous donnons des conseils, nous faisons de l'encadrement, nous le référons vers les systèmes financiers décentralisés. C'est eux qui l'invitent, c'est eux qui le soumettent, disons, à une soutenance de son plan d'affaires, à une évaluation de ses capacités, à une appréciation de sa motivation. Et quand eux, ils sont convaincus que c'est bien, ils décident de financer. Ils font une requête et sollicitent les ressources publiques dont le FNPEJ est dépositaire. Et nous mettons ces ressources publiques sans délai à leur disposition pour qu'elles soient mises à la disposition du bénéficiaire. Quand vous êtes une micro-petite entreprise qui existe déjà, formalisée, parce que ce que je dois vous dire, ce que le FNPEJ fait, c'est beaucoup plus de la mésofinance, parce qu'on a tendance à mélanger. La mésofinance est différente de la microfinance. La microfinance et la mésofinance sont des exercices bien distincts qui appellent des pratiques, des techniques bien distinctes. La microfinance, les montants sont vraiment, disons, bas. On parle encore d'inclusion financière. La mésofinance que le FNPEJ est censé faire, nous encadrons des jeunes d'un certain niveau, soit parce qu'ils sont des artisans, donc avec un savoir-faire réel. Quand je dis niveau, je ne parle pas de formation universitaire, je ne parle pas de formation forcément académique élevée. Encore que dans notre cible, nous en avons. Donc vous savez que quand on a affaire à un jeune fortement qualifié, à un jeune fortement diplômé et qu'on a vocation à l'encadrer, il faut être soi-même prêt pour encadrer ce genre de personnes. Secondo, quand les montants des crédits sont élevés d'entrée de jeu, quand vous passez 100 000 francs à une de mes mamans ou de mes tantes du marché, c'est pas comme quand vous remettez 5 millions ou 10 millions à un jeune. Vous voyez les montants. Quand j'ai passé 5-10 millions à 10 personnes, je suis entre 50 et 100 millions. Quand j'ai passé 100 000 francs à 5-10 personnes, je suis entre 500 et 1 million. Donc vous voyez que le gap, il est net en cas d'impayé. Et là où ça va faire le plus mal, vous le savez, vous le voyez très bien. Donc, les jeunes, nous les encadrons, nous les finançons avec le concours d'un certain nombre de partenariats mis en place. Il y a des structures qui les forment, qui les codent, qui les incubent en amont. Le PDAVV, l'ONG, Hunger Project, Born Fondel, CEDEL et consorts. Donc je voudrais saluer la qualité du travail qu'ils font. En aval, les systèmes financiers décentralisés qui travaillent avec nous, FESECAM Bénin, AFED Finance, ASMAB, RENACA et les autres qui reçoivent les projets des jeunes et qui décident souverainement ou non de les financer. Nous avons 2 partenaires institutionnels aussi, la NPE par lequel certains autres jeunes passent par le truchement de leur programme d'appui à l'emploi indépendant. Donc les jeunes, parce que la NPE gère les jeunes aussi, ceux qui veulent aller à l'emploi salarié,
et ceux qui veulent aller à l'emploi indépendant. C'est ceux qui veulent aller à l'emploi indépendant, quand la NPE a fini de les encadrer, de les coacher, ils nous les réfèrent. Il y a aussi l'ANPME qui sont en contact avec les jeunes, les PME qui existent déjà et qui ont besoin de financement, ils nous les réfèrent également. Donc voilà un peu par quel mécanisme les jeunes peuvent bénéficier du financement. Que tu sois un jeune avec une belle idée, une idée formidable, ou que tu sois quelqu'un qui s'essaye déjà de toutes les manières, quand tu es dans la cible de 18 à 40 ans, tu es éligible au Fonds national pour la promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes. En 2017, combien de jeunes avez-vous impacté ou pensez-vous impacter? De manière formelle, en 2017, je vous ai dit, le gouvernement de la rupture, sous le leadership du président Talon, a destiné une cagnotte de 2 milliards 500 millions. Oui. Nos financements pour les primo-entrepreneurs, comme je venais d'expliquer tantôt, quand vous allez commencer, vous n'avez pas encore fait, les règles actuelles nous imposent de ne pas financer à plus de 5 millions. Maintenant, quand vous êtes une MPEI, micro et petite entreprise ou industrie, et que vous existez déjà, nous pouvons en constater, la NPME peut en certifier, que vous présentez un certain nombre de conditions, vous pouvez accéder jusqu'à 20 millions. Donc, pour le compte de l'exercice de l'année budgétaire 2017, nous nous sommes fixés dans notre plan de travail annuel d'impacter 500 jeunes. Toutes catégories confondues. Toutes catégories confondues. 500 jeunes. Mais à la réalité des faits, il faut remarquer que l'approche fait dans laquelle nous sommes depuis 2014-2015 a duré, disons, 3 ans. Et au démarrage de cette approche, il était exigé qu'une évaluation soit faite au terme des 3 ans. C'est ce que nous avons fait en décembre. Et avec tous les intervenants, nous avons identifié les points d'amélioration. Et nous avons arrêté un nouveau mode opératoire que nous avons soumis à la tutelle. Par ailleurs, les conventions nous liant aux partenaires qui font les services financiers et au bénéfice de notre cible, les systèmes financiers décentralisés, arrivent à échéance courant ce mois, à la fin de ce mois de juillet, parce que ces conventions avaient été conclues pour 3 ans. Le terme de leur échéance est arrivé. Donc, dans cette semaine, en tout cas, avant la fin de ce mois de juillet, en liaison avec l'autorité de tutelle, les nouvelles conventions seront signées avec les systèmes financiers décentralisés qui sont à jour, parce que certains ne le sont plus tout à fait, parce que cumulant beaucoup d'impayés, l'autorité nous a instruit de poursuivre avec ceux qui sont à jour, de mettre fin à la collaboration avec ceux qui ne le sont pas et qui accumulent beaucoup d'impayés, mais en même temps de lancer une nouvelle procédure de recrutement de nouveaux systèmes financiers décentralisés. Parce qu'il nous faut avoir des partenaires dans les 77 communes du pays. Parce que vous savez, dans le financement des startups surtout et dans l'accompagnement des jeunes, un facteur important de succès, c'est aussi le suivi rapproché. Vous ne pouvez pas être un système financier décentralisé ici à Cotonou et coacher un jeune à Parakou. Vous ne pouvez pas être à Calavi et suivre un jeune à Dangbo. Plus le suivi est fait de manière resserrée, plus vous êtes à moins de 2, 3, 4 km de rayon des bénéficiaires selon là où ils ont leur activité et que vous pouvez les suivre quasi quotidiennement, quasi hebdomadairement, plus ils ont les chances de réussir. Parce que certains jeunes, dès que les premières difficultés se présentent à eux,
et qui n'ont pas des gens derrière sur qui ils peuvent compter, parfois simplement pour les motiver, parfois simplement pour les encourager, pour dire oui, ça peut être difficile, ça va être difficile, mais n'abandonne pas, résiste, bats-toi, tu y arriveras, tu peux y arriver. Mais il ne s'agit pas de remettre les ressources, de disparaître et de revenir 3 mois, 6 mois et demander aux jeunes: est-ce que tu as réussi? Est-ce que tout marche bien? Est-ce que tout ne marche pas? Le suivi est indispensable et parfois le suivi coûte plus cher que le financement initial. D'où nous avons estimé qu'il faut développer des partenariats pour que le suivi soit un suivi terrain plus rapproché. Nous sommes à Cotonou. J'ai une trentaine de collaborateurs. Nous avons plus de 6000 bénéficiaires répartis dans les 77 communes. Est-ce que vous pensez que nous pouvons les suivre? Si nous contractualisons avec les systèmes financiers décentralisés qui n'exercent qu'à Cotonou ou dans le littoral, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent suivre un jeune à Funungo, à Banikwara ou un autre à Lokossa? Ils ne pourront pas. Donc, l'approche est de contractualiser avec des systèmes décentralisés, au moins à défaut de par arrondissement ou par commune, au moins par département. Et nous y travaillons. Avant de changer de sujet, vous allez nous dire que dit le contrat qui vous lie avec les SFD, que gagnent ces systèmes financiers décentralisés, parce que ce n'est pas un travail fait de façon bénévole. Est-ce que ces systèmes financiers gagnent quelque chose et est-ce que ça a une répercussion sur les jeunes qui prennent les bénéficiaires? Est-ce qu'ils paient avec un taux de remboursement? Bonne question. Pour répondre de manière schématique, il faut dire que le FNPEJ étant un dispositif étatique d'accompagnement des jeunes, les instructions du gouvernement étaient très claires. Il faut mettre les ressources à la disposition des jeunes, disons à des taux bonifiés. Ça ne peut pas être les taux du marché. Ça ne peut pas être les taux pratiqués par les banques qui, par exemple, oscillent entre 12 et 15%, si je ne m'abuse. Ou des systèmes financiers décentralisés qui font même des taux de 22, 24, parfois jusqu'à 26%. Vous le savez. Le FNPEJ, les taux varient entre 6 et 10%, selon que le crédit soit un crédit, disons, à court, moyen terme ou un crédit à long terme. Mais l'habillage est fait de telle manière que nous plaçons les ressources à un taux de 3-4% au système financier décentralisé qui les place à un taux de 6 à 9% aux jeunes. Donc, en tout état de cause, le jeune n'a pas un taux autre mesure que ce qui est convenu par l'État, par nous, avec le système financier décentralisé. C'est la différence entre taux d'entrée et taux de sortie du crédit qui constitue la marge de nos partenaires système financier décentralisé, parce qu'il est évident qu'ils ont des charges à couvrir, qu'ils ont la supervision, l'encadrement à faire avec nous, mais que nous ne leur laissons pas faire seuls. Nous aussi, bien que nous ne remettons pas directement les ressources aux jeunes, nous ne leur remettons pas leur entremise, nous nous préoccupons du suivi des bénéficiaires pour nous assurer qu'ils vont réussir. Ce qui est important, c'est que les jeunes réussissent. Ils se sortent à titre individuel et personnel du sous-emploi et de la précarité. Ensuite, ils ont vocation à solliciter ou à recruter d'autres jeunes qu'ils rémunèrent, qui les aident à développer leur activité et en conséquence, à terme, eux-mêmes peuvent en créer la leur. Donc avec nos partenaires SFD, nous travaillons en bonne intelligence. Ça se passait relativement bien. En 3 ans de pratique, des difficultés sont apparues. Au cours de l'évaluation, nous les avons mis sur la table, nous les avons regardés avec le sang-froid nécessaire. Et à chaque niveau de difficulté, nous avons
proposer des correctifs. Et les nouvelles conventions les prennent en compte et elles seront signées dans les jours à venir. D'accord. Un mot rapidement avant de sortir de ce sujet, un mot sur les mécanismes de recouvrement. On sait que par le passé, cela a été un véritable casse-tête. On en est même arrivé à ce que des noms soient comme ça cités sur les chaînes radio et par les médias, dans les médias. Que faites-vous pour déjà, on sait que l'approche faire s'inscrit déjà dans cette perspective. Maintenant, qu'y a-t-il d'autre pour améliorer le taux de recouvrement? Et que faites-vous pour recouvrer les moins perçus, les impayés que vous êtes venu trouver? Ok. D'abord, pour ce qui est la stratégie pour éviter de nouveaux impayés, ça me semble important. C'est déjà l'approche pour financer, retenue d'accord partie entre nous et nos partenaires, que ce soit ceux qui forment les jeunes et ceux qui remettent les ressources publiques, parce que c'est les ressources publiques, il ne faut pas perdre cela de vue. C'est un meilleur encadrement en amont pour avoir des plans d'affaires plus crédibles. Parce que par le passé, ma foi, il y a eu un peu de copier-coller. Il y a eu un peu de touristes, j'ai envie de dire. Pas d'entrepreneurs, mais de touristes. Des gens qui sont venus juste capter les ressources publiques. Vous savez, quand vous êtes dans une activité, vous finissez par en développer une forme d'expertise. Donc, nos partenaires qui les forment en amont ont maintenant l'expertise et le flair et savent détecter vraiment les entrepreneurs, ceux qui veulent réussir par l'auto-emploi, de ceux qui viennent un peu par dépit. Première chose. Deuxième chose, c'est que nous avons mis l'accent cette fois-ci beaucoup plus sur l'approche métier. Je n'ai pas envie de dire l'approche par compétence parce que je sais que c'est un thème un peu apolémique dans notre pays. Je dirais l'approche métier. Nous voulons des jeunes qui savent faire quelque chose, soit dans l'artisanat, soit dans d'autres secteurs, qui ont de la qualification, qui ont un savoir-faire certain. Il y a les CQP, les CQM, etc. Ou ceux qui se sont exercés à quelque chose sur le tas. Comme on le dit, une activité. Il y a des jeunes dans ce pays qui ont de belles idées, des idées formidables, qui s'essayent déjà, mais parfois ont juste besoin d'un peu plus de ressources pour mieux investir, pour acquérir des équipements de meilleure qualité afin de mieux produire. Nous savons donc distinguer, nos partenaires savent distinguer ceux qui ont de la motivation, ceux qui ont l'envie de réussir. Parce que déjà à l'examen du plan d'affaires, déjà au thème des entretiens et des filtres qui sont mis en place, beaucoup passent à la trappe. Donc, c'est déjà une technique pour s'assurer que les ressources publiques vont dans de bonnes mains. Mais rien n'est parfait à 100%. Quelques brebis galeuses peuvent passer par les mailles du système. C'est vrai. Nous travaillons pour minimiser cela au maximum. Pour ce qui est du recouvrement des anciennes créances, c'est tout aussi important parce que c'est quand même des ressources publiques et les anciennes créances s'élèvent à quelques milliards pour ce qui concerne le FNPEJ. Le Conseil des ministres a instruit de procéder à un recouvrement forcé. Depuis ces instructions qui ont été données, je puis vous dire que beaucoup de bénéficiaires se sont portés spontanément pour venir rembourser. C'est la preuve que pour certains, pour ne pas dire pour la plupart, ils n'étaient pas en incapacité de payer. C'est beaucoup plus un problème de perception. C'est beaucoup plus un problème de mentalité. Nous sommes dans un pays où nous disons que c'est des ressources publiques, c'est l'argent de l'État. Vous comprenez, je ne ferai pas plus de développement. Nous travaillons donc à gommer, à effacer cette perception. C'est pour ça que d'entrée, nous affirmons effectivement que c'est des ressources publiques. Mais c'est des crédits.
ils ont vocation à être remboursés pour ne pas rompre la chaîne de solidarité, pour que d'autres jeunes, ceux qui viennent après les bénéficiaires d'aujourd'hui, viennent trouver le fonds qui existe toujours, qui continue toujours de financement, qui continue toujours d'accompagner ces jeunes. Nous sommes des serviteurs de passage. D'autres ont servi avant nous. Nous sommes en train de servir. Par la grâce de Dieu, d'autres viendront servir après nous. Mais il ne faut pas que par l'incivisme économique, par le manque de patriotisme, certains jeunes puissent porter un coup d'arrêt à une telle initiative. Donc, c'est l'occasion pour relancer un appel aux jeunes, pour leur dire de s'efforcer. C'est un problème de respect pour soi-même et de respect pour la communauté nationale. De s'efforcer à honorer leur engagement, à faire prospérer leurs affaires et à rembourser. Quel est le but de cela? C'est pour que les jeunes, les générations futures puissent en bénéficier. Au moment où nous étions en train de leur mettre ces ressources en place, qu'ils s'en souviennent, les conditions parfois de précarité dans lesquelles ils étaient. Nous n'avions pas vocation à faire la police derrière les jeunes ou bien à les contraindre par la force. Mais ceux qui ne nous laisseront pas le choix, en exécution des instructions du gouvernement, nous irons vers cela avec des professionnels qui nous accompagnent aussi, huissiers, avocats et consorts. Avec la publication des noms, avec tous les désagréments que cela pourrait causer. Ce n'est pas le souhait de la direction générale du FNPEJ. Mais si nous n'avons pas le choix, nous irons à cela et ce sera sans état d'âme. Voilà, votre message est passé. On a pris du temps pour parler du FNPEJ puisque vous êtes directeur en exercice de cette structure. Il était normal pour nous d'en parler, d'expliquer un peu pour que les jeunes qui sont à la maison et qui nous suivent puissent comprendre. Mais vous êtes aussi sur ce plateau pour nous parler beaucoup plus des actions sociales du gouvernement de la rupture. Parlons déjà de ce projet emploi jeune, restons dans la même dynamique. Où en est-on avec ce projet qui, je sais, n'est pas piloté par vous, mais où en sommes-nous dans l'exécution de ce projet? Le projet emploi jeune pêche, comme on l'entend effectivement, est un projet qui est conduit par une structure sœur, la NPE. Et cette année, je sais que le projet emploi jeune a vocation à accompagner 17 000 jeunes. D'ici 2018, juin 2018. Oui, 17 000 jeunes, oui. Pour un montant de plus de plusieurs milliards, oui. En tout cas. Je sais que dans ces 17 000 jeunes, il y a à peu près 13 000 qui, après un encadrement multiforme, formation, coaching, incubation, recevront directement des subventions. Attention, il faut faire la nuance. Ici, c'est des subventions, donc il n'y a rien à rembourser. Ouais. Directement, pour faciliter leur installation. Et ces 17 000 jeunes ont été recrutés après une procédure transparente dans les 77 communes. Ouais. C'est la volonté du gouvernement et du président Patrice Talon d'accompagner toujours les jeunes. Parce que, comme on le dit, l'avenir de la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Ouais. On ne peut pas ne pas accompagner les jeunes. Quand vous soustrayez 13 000 de 17 000, il en reste 4 000. Mon collègue Urbain Amegbedi, directeur général de la NPE, estime qu'avec ses collaborateurs, que ces 4 000 jeunes pourraient être ceux qui pourraient avoir des ressources plus élevées que la subvention initiale qui leur sera donnée. En ce moment, ils ont vocation à nous les référer. Nous, FNPEJ, avec des plans d'affaires pour que nos partenaires systèmes financiers décentralisés et nous puissions les financer. Et je dis que nous sommes prêts, nous les attendons. Parce que, si vous le permettez, les 17 000 jeunes dont vous parlez, c'est des microcrédits qu'on les donne, c'est pratiquement des micro-entreprises. Ils seront gestionnaire de micro-entreprises. La subvention est à quelle hauteur? C'est dans le domaine de l'artisanat. C'est des jeunes qui sont formés
dans le domaine de l'artisanat, qui ont fait des formations dans les centres de formation professionnelle ou dans les ateliers chez les maîtres artisans. La subvention varie entre 200 et 250 000 francs. C'est pour acheter l'outillage, les équipements de base et s'installer et démarrer. Dès lors qu'ils vont commencer à produire ou à s'exercer, ils ont vocation à en gagner de l'argent et à poursuivre, à développer leur activité. Ou ils ont vocation à structurer leur activité, à élaborer des plans d'affaires et de venir vers nous pour rechercher un financement complémentaire. C'est tellement important que quand vous voyez le nombre de jeunes en fin de formation dans les centres de formation professionnelle et dans les ateliers des maîtres artisans qui n'ont même pas le minimum de ressources pour acheter pour un coiffeur, parfois une première tondeuse, pour une couturière, parfois la première machine, pour un jeune qui a fait du maraîchage, de l'élevage, parfois les premiers outils, brouettes, roues, râteaux, etc., arrosoirs. Ça peut paraître insignifiant dérisoire, oui, pour certains. Mais c'est important pour ces jeunes-là. Je suis bien placé pour vous dire que c'est pas pour ces jeunes, c'est important pour tout le monde. Parce que quand vous avez, peu importe le nombre de millions que vous avez, parfois il vous manque parfois 1000 francs ou 2000 pour compléter à ce que vous avez. Pour investir ou acheter quelque chose, c'est là que vous savez que même 5 francs a de l'importance. Donc, ce n'est pas des subventions que nous pouvons moquer, ni que nous pouvons penser qu'ils ne sont pas importants. Et le gouvernement a voulu accompagner pour cette année, jusqu'en 2018, 17 000 jeunes. Figurez-vous que si nous arrivons à faire ça d'année en année, on le dit, le plus long voyage commence par un premier pas. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que les subventions qui vont être accordées iront effectivement dans les investissements, enfin, iront dans la direction, en fait, feront ce pourquoi elles ont été destinées, étant donné que les jeunes, ces jeunes qui apprennent des métiers sont beaucoup plus penchés vers d'autres choses que ces métiers-là. On les voit acheter des motos, venir à Cotonou, faire du Zémijan. Est-ce qu'on a mis en place un encadrement pour s'assurer que le financement sera destiné à l'achat effectivement des équipements pour s'installer? Votre préoccupation est légitime. Je disais tantôt que quand on est dans un métier, on finit par en développer une expertise. Nos collègues du PEJ, le projet emploi jeune, placé sous la coupole de la NPE, font cela depuis quelques années maintenant. Mais c'est vrai que jamais l'opération n'a été de cette envergure. C'est le gouvernement du président Talon qui a voulu prendre un nombre aussi important de jeunes. Les subventions qui seront remises à leur disposition, ce n'est pas des ressources financières qui leur seront distribuées de main en main pour qu'ils puissent en disposer comme ils veulent. Je vous ai dit, c'est un mécanisme qui a impliqué les mairies. Il y a un suivi. Chaque jeune, en fonction de son activité, ce à quoi les ressources doivent servir, les équipements de base que ces ressources doivent permettre d'acquérir sont connus et l'encadrement est fait de telle sorte que pour certains, c'est les équipements qui seront mis directement à leur disposition à hauteur de ces enveloppes. Au plan, ici nous discutons du formatage de l'activité. Au plan opérationnel, au plan pratique, bien sûr que les collègues qui en ont la charge, ce n'est pas une distribution d'enveloppe financière, pas du tout. Une bonne nouvelle tout de même, la semaine écoulée, on a vu la ministre des Affaires sociales inaugurer à nouveau ou relancer l'opération des microcrédits aux plus pauvres sous une autre forme. Dites-nous un peu, un an de trêve, on est de retour, c'est désormais le social sur la rupture? Puis sous cet angle, ça me fait un peu sourire parce que c'est pas tout à fait juste. C'est vrai que c'est des préjugés.
C'est des préjugés, ce que certains esprits malveillants ont tenté vainement de faire croire. Le social n'a jamais disparu et ne revient pas sur la rupture. Le social est chevillé au corps, au gouvernement de la rupture et au président de la République. C'est pas l'impression que les Béninois ont du régime depuis qu'il est là, en tout cas. Et je vous en apporterai la preuve du contraire si vous avez la patience de m'écouter. J'ai la patience, je vous écoute. Merci beaucoup. Un nouveau gouvernement qui arrive. Oui. C'est même en microcrédit. C'est dans mon département. Les collègues du FNM, comme mes collaborateurs du FNPEJ, nous sommes tous sous la tutelle de Madame le ministre du Travail, la fonction publique et des affaires sociales. Vous savez qu'avant même l'installation de ce gouvernement, quelles ne furent pas les critiques formulées contre ces programmes étatiques dont la pertinence ne peut souffrir d'aucune contestation. Mais l'opérationnalisation, si le gouvernement du président Patrice Talon demande à ce qu'une évaluation soit faite en vue d'une meilleure réorientation, ce n'est pas que le social je n'ai pas souvenance, à moins que si ici vous me dites que vous avez connaissance d'une décision de l'État qui avait mis fin. Moi, j'ai pris service. De toute façon, pendant un an, on a sursoir au microcrédit. Les femmes en ont souffert. C'est normal. Oui. Et vous savez pourquoi? Je vais vous donner le cas du FNPEJ qui peut être celui que je maîtrise le plus. Quand nous arrivons aux affaires, comme ma collègue du FNM, nous avons, disons, été nommés ensemble. C'est normal de faire le point. Et le point ne se fait pas comme ça. C'est avec les partenaires, c'est des procédures. C'est normal d'en rendre compte au gouvernement et de prendre les nouvelles orientations pour mieux faire. C'est ce qui a été fait. Ça n'a pas pris un an. Les activités de suivi, d'accompagnement, de financement se sont poursuivies. C'est les relancer de manière plus importante pour gommer les quelques imperfections. C'est cela qui a nécessité le temps d'inactivité dont vous semblez parler. Mais justement, ces audits ont pu montrer beaucoup de défaillances dans le système. Beaucoup de défaillances dont je ne souhaiterais pas parler ici. Et pour lesquelles le gouvernement nous a fortement instruits d'apporter des corrections. Ces différences sont peut-être dues dans la mise en œuvre. Ces différences sont peut-être dues au fait que c'était la première fois. Les premières fois ont toujours été difficiles. Dites-nous, quelles sont les nouvelles orientations précisément? Quelles sont les innovations qui ont été apportées au programme qui existait déjà? Pour ce qui est du FNM, j'ai suivi Madame le ministre dans la tournée dans les départements avec la directrice générale. C'est déjà, je vous le disais tantôt, nous avons fait le point de nos relations avec chacun de nos partenaires systèmes financiers décentralisés. Nous avons pu donc en arrêter des listes de ceux avec lesquels nous pouvons continuer et de ceux avec lesquels il vaut mieux stopper. Dans l'ancienne génération, pour les microcrédits, les montants initiaux étaient de 30 000 francs. Cette fois-ci, le coût de vie augmentant d'année en année, l'autorité a instruit qu'on pourrait commencer à 50 000. Et là où les taux de recouvrement sont bons, ça peut même aller à 100 000 francs. Pour ceux qui commencent, pour nos mamans qui commencent pour la première fois, ceux qui sont déjà dans le dispositif, dans le mécanisme, les montants sont plus élevés. Les montants sont plus élevés que ça. Les systèmes financiers décentralisés qui travaillent avec le FNM, parce qu'il y a certains qui travaillent autant avec le FNM qu'avec le FNPEJ, les conditions d'exercice pour qu'ils soient plus à l'aise à faire le financement, les conditions de mise à leur disposition des lignes de crédit ont été revues pour leur permettre d'être plus efficaces et d'impacter plus de nombre dans des délais relativement acceptables. Les délais d'instruction des dossiers aussi. Nos deux structures ont été fortement instruites pour avoir des partenaires dans les 12 départements du pays pour que
cette assistance de l'État, de la nation, ne soit plus perçue comme destinée aux gens de certaines régions et pas à d'autres. C'est des innovations, c'est des améliorations qui sont importantes et qui convient de souligner. Mais je veux le dire avec force, le volet social n'a jamais été en souffrance. Mais je comprends, c'est vrai qu'en face, nous avons une usine, j'ai presque envie de dire, d'intoxication qui intoxie à une vitesse astronomique. Mais je pense que ceux qui sont à l'œuvre auront à leur faveur le temps. Quand les résultats vont commencer de manière certaine et évidente à se présenter, ben même si je ne doute pas de la capacité inventive ou bien quasi perverse à distiller de fausses informations, je m'étonne toujours de notre capacité à souhaiter l'échec des politiques publiques, à souhaiter qu'un certain nombre de choses ne marchent pas, alors qu'il est attendu de chacun et de tous une contribution, des propositions, un accompagnement. Mais ça va venir. Ce programme microcrédit aux plus pauvres, s'il est relancé pour le bonheur des femmes, il reste tout de même transitoire, puisque Abdoulaye Biotchane l'a dit la dernière fois devant les parlementaires. L'ambition, c'est le projet Arche, assurance, renforcement capital humain. À quand ce projet tant annoncé, très embelli, très important? Le démarrage, c'est pour quand? Incessamment, c'est la réponse que je puis vous dire ici, et je puis vous dire que en son temps, des voix plus autorisées que la mienne en parleront. Vous savez, c'est un projet voulu et porté par le président de la République. C'est un projet intégrateur qui rassemble, disons, 4 paquets de services. L'assurance maladie, la formation, microcrédit et les retraites. Donc c'est un package. C'est un projet qui va prendre en compte un certain nombre de choses qui se faisaient déjà, les structurer, les mettre en cohérence et les faire de manière plus pertinente. Le but visé, c'est plus d'efficacité, être plus proche des populations à la base. Le président Patrice Talon a surtout voulu donner la couverture sociale aux plus démunis. Aux plus démunis. Nous qui avons la chance que les experts qui y travaillent aient pu s'entretenir avec nous à plusieurs reprises, nous en expliquer comment ça va se faire. Nous en avons de toute évidence compris la pertinence. Un projet de cette envergure a besoin de temps pour être lancé. Les travaux préliminaires, préparatoires, indispensables à sa mise en exécution, pour ce que je sais, sont quasiment en phase terminale. Et il sera lancé incessamment. Pas tous les 4 volets à la fois. L'assurance maladie, les formations, les microcrédits. Donc, certaines structures, concomitamment à ça, vont continuer à déployer ces genres de prestations. Et à un moment donné, le programme Arche va fédérer toutes ces énergies. Je puis comprendre votre impatience. C'est normal parce que c'est tellement intéressant, tellement novateur, bien présenté que... Très ambitieux. Très ambitieux. Donc, nous nous impatientons de voir son opérationnalisation. Monsieur Issifou, et par votre biais à toute la population béninoise, je puis vous dire que je ne dirais pas vous, je dirais nous. Nous ne perdons rien à attendre encore quelques temps et puis vous verrez avec beaucoup de bonheur. Benet Taxi, le projet, le social sur la rupture, c'est aussi peut-être Benet Taxi, sauf que la population ne se retrouve pas tout à fait dedans. Comment est-ce que cela s'explique? Semble-t-il c'est un projet auto-employeur aussi. Oui. Benet Taxi, c'est un projet voulu par le gouvernement, là aussi pour
d'entrée quand même aider, disons, un certain nombre de jeunes. Le nombre initial qui a été retenu, c'est de 300. De commencer par une flotte de 300 pour les villes comme Cotonou, Porto Novo, jusqu'à Calavi et environ. Et pourquoi pas, peut-être d'ici là, ça sera déployé dans d'autres pôles urbains. Je pense notamment à Parakou, pourquoi pas dans la partie septentrionale du pays. Mettre 300 jeunes tout de suite en activité, en exercice, en leur permettant de créer, c'est aussi de micro-entreprises. Avoir un véhicule neuf, autogéré. Rouler un taxi, c'est de l'entreprise. Ah ben bien sûr. Ah ben bien sûr. Vous n'en avez pas l'air. Et vous qui avez l'habitude de voyager dans d'autres pays, en Afrique et même en Europe, vous ne savez pas qu'on peut gagner sa vie par ce moyen. Et quand vous allez par exemple dans les grandes capitales européennes, vous n'êtes pas frappé de voir tout ce qu'il n'y a pas ce véhicule neuf, peu importe la marque, qui ne soit pas utilisé en taxi. Notre problème ici, c'est que nous sommes tellement habitués à être en costume, en cravate, être dans les bureaux de l'administration que nous avons une forte propension à moquer l'emploi indépendant. Je ne me moque pas, je veux juste qu'on m'explique en quoi rouler un taxi qui de surcroît neuf est une entreprise. Emploi, je comprends, mais est-ce que c'est une entreprise qu'on lui crée? Oui, c'est une entreprise. Parce que je vais vous dire, quand vous avez par exemple, si moi, modèle, je suis un de ces jeunes qui a ce taxi, ça dépend de comment vous définissez parmi les 50 ou les 300 jeunes. Il y a un marketing qu'il faut concevoir, il y a de la clientèle qu'il faut aller rechercher, il y a de la gestion, parce qu'il faut rembourser le crédit, il faut travailler quotidiennement pour avoir un niveau de gain, un niveau de chiffre d'affaires. 6 000 francs qu'il faut reverser. Maintenant, il ne s'agit pas de prendre l'auto et de rentrer dans la ville, commencer par circuler. Regardez par exemple ce temps de pluie, c'est un temps propice. Regardez, monsieur Imran, des gens comme vous et nous, quand vous avez votre véhicule, même quand vous avez votre véhicule, il peut vous arriver d'avoir une panne. Bien sûr. Le temps qu'il est avec votre garagiste, vous faites comment pour aller au boulot? Non, je ne dénie pas l'opportunité de la chose, son importance et tout, mais c'est des entreprises individuelles. Vous étiez en train de vous interroger sur comment ça pourrait être qualifié c'est une entreprise individuelle. Un taximan est un artisan conducteur, c'est un entrepreneur. À lui de développer les stratégies qu'il faut pour faire prospérer son activité. Et peut-être celui qui a commencé avec un véhicule aujourd'hui, peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, ou même d'ici quelques mois, lui-même, il peut rentrer dans un autre mécanisme, en avoir un second. Il peut embaucher un autre chauffeur, un collègue, pour que le temps où lui, il est indisponible, le véhicule ne soit pas, il est indisponible pour différentes raisons. Le véhicule, au lieu d'être stationné, continue de travailler pour faire gagner de l'argent. En ce moment, il fait rentrer de l'argent puisque en temps, il aurait déjà le véhicule comme son patrimoine personnel. Et c'est des véhicules neufs. Combien d'entre nous ici au Bénin avons la capacité d'acquérir un véhicule neuf sorti d'usine avec un contrat à sortir 1 an d'entretien aux frais du conseil? Aux frais du concessionnaire. Vous comprenez? Moi, je pense que l'expérience va marcher. Je voudrais inviter les jeunes qui ont eu la chance d'être présélectionnés de manière transparente par les services du ministre d'État chargé du plan et du développement à avoir foi en cette activité et à s'y donner, sans compter que cela rehausse l'image de notre pays. Parce que pendant longtemps, voilà un des rares pays en Afrique ou peut-être même dans le monde où il n'y avait pas de taxi. Si ça ne nous faisait pas honte, je pense que progressivement le gouvernement de la rupture ramène les fondamentaux, les basiques qu'on peut avoir dans un pays, dans une nation, dans notre pays aussi, pour que nous en soyons un peu plus fiers qu'hier. La pertinence du projet ne souffre peut-être d'aucune ambiguïté, mais
Il faut, pour que ça marche, que la population puisse y adhérer. Le projet Bénin Taxi a un coût. Est-ce que vous pensez que c'est à la portée du Béninois moyen? Est-ce que vous pensez que dans ces conditions, les populations peuvent y adhérer? Oui, je pense. Je pense que les coûts sont à la portée du Béninois moyen et je le dis vraiment la main sur le cœur. Pourquoi je le dis? Bénin Taxi n'est pas un projet, c'est pas un taxi public gratuit à la disposition de tout le monde. C'est une réponse à une observation, à une étude de marché, à une cible, à une clientèle. Elle n'est pas l'unique. C'est un début. D'ici là, progressivement, à la discrétion du gouvernement, des privés ont essayé d'autres formes de transport commun, les bus. Dans d'autres pays, il y en a, les bus, le tram, etc. Le taxi, on n'a pas dit que le taxi a vocation à être pris par tout le monde. Le véhicule a un coût. Celui qui conduit, dont c'est l'activité, il faut qu'il gagne sa vie. Donc il faut un coût. Les autres moyens de transport auxquels nous sommes habitués, nos motos personnelles, nos véhicules personnels, quel qu'en soit leur état, les bus et même les émigrants n'ont pas disparu ou bien n'ont pas été supprimés. Le carburant a un coût. Vous voulez que le prix de la course soit mis à combien pour que le projet soit viable? 500 peut-être? Pardon? 500 par zone? C'est des études qui ont été faites. Vous voulez que ce soit mis à 500 par zone. Le promoteur rembourse comment le crédit d'acquisition du véhicule? Il lui reste quoi pour s'entretenir sa famille et lui? Peut-être avec tout le temps, avec le temps, on va apprécier. Non, vous savez, je n'ai pas l'habitude de faire de la langue de bois. Mais je ne la ferai pas. Tout le monde n'a pas vocation à prendre les taxis. Nous allons dans d'autres pays en Afrique ou en Europe. Nous savons comment nous faisons pour nous déplacer. Nous voyons parfois les taxis, pourtant nous ne les arrêtons pas. Ou nous n'appelons pas les call centers, les terminaux pour qu'on nous envoie les taxis. Mais il en sera de même au Bénin. Monsieur Imran, si vous n'en avez pas la possibilité, on ne vous demande pas de prendre le taxi. Il n'y a pas Bénin Taxi, vous vous déplacez. En quoi l'avènement de Bénin Taxi met fin à vos moyens de déplacement antérieurs? Ceux qui en sont, ont ce besoin-là, une partie de la couche béninoise, des Béninois, ce n'est pas des étrangers, utiliseront. Les étrangers qui viendront et qui en auront besoin verront que le service est immédiatement disponible. Ils pourront en bénéficier. Là encore, si ce n'est pas de la malveillance, je ne vois pas en quoi on peut moquer ou attaquer. On s'en moque pas. Oui. Sauf non, pas on vous. s'en préoccupe. Nous entendons ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Il aurait peut-être fallu élargir la cible pour accélérer la rentabilité. Puisque c'est toujours bien, c'est peut-être bien de prendre un client dans une zone et de prendre 1000 francs. Mais à 500, on prendrait peut-être 4 clients. Et mettre le coût à 1000 francs n'est pas forcément une garantie de succès. C'est ce que nous voulons dire en fait. On aurait bien à 500 que vous m'auriez dit la même chose. Vous savez, des conjectures et des vues de l'esprit, on peut en faire à volonté. On aurait dit 500, vous auriez dit qu'on aurait pu dire 250. Vous savez, eh bien, on a démarré à 1000 francs. Rien ne dit qu'on ne peut pas redescendre à 500. Laissez les initiateurs, laissez ceux qui sont à la manœuvre. Et les prix ne sont pas tombés du ciel comme la table des lois de Moïse. C'est au terme d'études de marché. Mais comme moi je suis un fils d'officier, les militaires disent que c'est le terrain qui commande. Laissez ceux qui sont à l'œuvre sur le terrain, les réajustements nécessaires ou indispensables qui devront être apportés seront apportés en temps utile. Vivement. Parlons du recrutement sous la rupture. Depuis que le régime est là, combien de personnes sont recrutées dans la fonction publique, toutes catégories confondues? On nous a annoncé 500 000 emplois pour cette année. Nous en sommes à combien à l'heure actuelle?
Non, monsieur Imran, pas 500 000 emplois pour cette année. Non, pour le mandat. Pour le mandat, en fait. Voilà. Mais nous, à la vérité... Une année est déjà terminée sur 5. À la vérité, pour être très franc, je n'en tiens pas une statistique à mon niveau personnel en ma qualité de directeur général du FNPEJ. Oui. Mais les statistiques existent certainement au niveau de la direction générale de la fonction publique ou du travail. Un concours a été lancé récemment et a recruté des milliers de personnes. Personne n'en a fait cas parce que tout s'est passé dans les règles de l'art. Nous n'avons pas entendu dire fraude. Et des gens qui sont à l'extérieur n'ont pas été déclarés admis, etc., etc. Notre pays, il est quand même bien, il est quand même formidable. Quand tout se passe bien, ça passe comme une lettre à la poste, personne n'en parle. Dont acte. Mais dès qu'il y a le moindre souci, au lieu de souhaiter, de travailler pour son amélioration, c'est haro sur le baudet, on crie, ça jacasse dans tous les sens. D'importants concours sont encore annoncés là. 80 auditeurs de justice, 6500 et quelques agents dans la fonction publique par là, près de 12 000 encore à recruter. C'est pour dire que le gouvernement est soucieux d'améliorer les conditions de vie des jeunes, la jeunesse, parce que qui sont ceux qu'on recrute à la faveur de ces concours. C'est nous les jeunes, à côté donc des autres initiatives, des autres mécanismes d'accompagnement à l'emploi indépendant. Mais ce qui est important de noter ici et de signaler, de le faire avec force, c'est la sérénité qui est revenue dans cette affaire. Le fait que les Béninois aujourd'hui sont convaincus que si tu déposes tes dossiers, tu passes le concours, seul ce que tu as, seules tes capacités personnelles te feront réussir si tu as travaillé. Il ne faudrait plus être un tel ou de telle zone ou de tel département ou de telle obédience. Il y a cette sécurité, certes, mais au CNSS, on a assisté à un concours frauduleux qu'on a dû annuler à un moment donné. Qui a été à l'origine de beaucoup de vagues. Les syndicats sont également montés au créneau pour demander l'annulation de ce concours. Quelle en a été la suite? C'est normal que quand vous traitez un patient d'une pathologie grave et longtemps développée, qu'il y ait quelquefois ou pas en droit des cas de rechute. Mais le médecin qui est à l'œuvre, ces cas de rechute seront traités sans délai et avec rigueur. Quelle en a été la suite du concours que vous évoquiez tantôt? On a vu pire que ça, dénoncé avec force sur des semaines, sur des mois. Pourtant, on a dit circuler, rien à voir. Oui ou non? Donc, reconnaissons ce qui est fait. Reconnaissons que les temps ont changé, les mœurs avec. Le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, annonçait 10 349 recrutements avant fin 2017. On peut considérer que c'est dans les 500 000 emplois ou dans les 100 000 emplois de l'année en cours qu'on annonce 10 349. Plus les 80 auditeurs de justice, plus les 6 000 et quelques. On sera toujours loin de 100 000 emplois par an, par exemple. Non. Même si c'est emploi direct et indirect. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ce que le PAG a annoncé, c'est une projection sur la base de tous les mécanismes pertinents qui vont être développés. Il faut remarquer que certains projets phares, certains projets d'envergure n'ont pas encore commencé. L'asphaltage des routes, la reconstruction d'un certain nombre d'infrastructures. Quand tout ça va démarrer, il y a un temps de démarrage. Comme pour toute chose, la phase de lancement ne peut pas être comme quand on est à la vitesse de croisière. Ne vous impatientez pas. Voilà un président de la République, M. Patrice Talon, et son gouvernement, au moins, qui a déposé un programme d'action, des objectifs chiffrés, mesurables, des mécanismes de suivi. On ne peut pas évaluer quelque chose qui est en cours dans certains domaines, qui n'a pas encore commencé dans d'autres. Si vous voulez que puisse la providence divine nous prête vie,
Rappelez-moi au bout de quelques mois, quelques années, et nous allons tenir les statistiques. Nous sommes à votre disposition. On fera l'exercice. On le fera. Les conditions des jeunes, c'est aussi les bourses modestes qui recourent. Il y a une réforme dans ce domaine-là également, mais il semble que jusque-là, les choses peinent à prendre. Problème de démarrage également? Problème de démarrage et problème d'organisation, de méthode. Parce que c'est vrai, je suis bien placé pour vous en parler. Moi-même qui vous parle, je suis un ancien boursier de l'État béninois. J'ai été boursier à l'université d'Abomey-Calavi. Ici, j'ai été boursier au Maroc. Je sais parfois quand les bourses viennent avec retard, les difficultés, les misères dans lesquelles l'étudiant se retrouve. Je l'ai vécu. Si quelqu'un comme moi, pour ce que vous savez par ailleurs, qui n'est pas nécessaire de revenir ici, peut ressentir ça dans sa chair, imaginez pour les autres. Le président Patrice Talon a voulu, pour faciliter la vie au quotidien de nos boursiers, aussi bien au Bénin qu'à l'étranger, a décrété la mensualisation des bourses. Demandez à nos jeunes frères à Abomey-Calavi. En d'autres temps, peut-être nous sommes quasiment à la fin de l'année, ils n'ont pas encore perçu 5 francs de leur bourse. Ça vient en fin d'année. Mais comment, sans que personne ne se demande comment ils ont pu vivre jusque-là? Il n'y a pas si longtemps que ça. On n'a pas le sentiment qu'il y a eu des changements malgré les réformes. Peut-être que on considère peut-être que ce sont des déclarations d'intention. C'est ce que je vais vous dire, parce que tout n'est pas de l'initiative ou bien de l'action exclusive du gouvernement. Quand le gouvernement lance une mesure, mais il y a les services publics, il y a même les individus. Il y a une direction au ministère de l'économie et des finances, si je ne me trompe, ou au ministère de l'enseignement supérieur qui doit organiser tout cela. Il faut que la direction des bourses et secours universitaires fournisse la liste des boursiers. Tout ça aussi, c'est des moyens sûrement qui ne sont pas dits, mais pour que nous puissions voir si tous ceux qui sont déclarés boursiers sont des gens qui existent, des étudiants qui existent vraiment et qui remplissent les conditions pour être boursiers. Il faut donner la liste à la structure qui doit le faire. Nous sommes au 21e siècle. Le gouvernement dit qu'il faut que les boursiers aient des comptes pour que cela soit, si on veut que ça soit mensuel et de manière récurrente, ça ne peut plus être géré de manière manuelle ou mécanique. Il faut automatiser tout ça. Il faut que les étudiants, qu'on ait les comptes des étudiants. Si vous êtes un étudiant, que vous êtes boursier, vous méritez la bourse, je vous assure, si mes jeunes frères ne le savent pas, qu'ils le sachent, vous vous présentez dans une banque aujourd'hui, même sans 5 francs. Vous dites que je suis étudiant, j'ai droit, je suis éligible à la bourse. Je veux que vous m'ouvrez un compte, vous m'en donnez le RIB et que je le présente. Vous aurez votre compte. Maintenant, si on est réfractaire à tout ce que, à titre individuel, nous devrons faire pour faciliter la mise en application de cette mesure, de cette décision gouvernementale, c'est normal qu'il y ait quelques difficultés à sa mise en exécution. Tous les étudiants n'en bénéficient pas encore, mais ceux qui se sont efforcés à satisfaire aux conditions sans délai, je pense qu'ils sont mieux indiqués pour en faire le témoignage. On va laisser les étudiants. C'est vrai que l'initiative, elle est très bonne, payer les gens mensuellement, sauf que ça tarde à venir et les étudiants se plaignent sont en train de se plaindre par rapport à cette opération, pourvu que cela puisse rentrer dans l'ordre. Parlons maintenant des cantines scolaires. Le gouvernement annonce 6,8 milliards de francs CFA à partir de la rentrée prochaine, contre 800 millions, semble-t-il, pour ce qui est fait actuellement pour les cantines scolaires. Toujours le social dans l'école. Toujours le social. Beaucoup plus d'argent pour avoir les résultats. Je veux dire maintenant, à vitesse de croisière, vous avez vu le gap. Comment il s'explique? Le gouvernement a décidé d'élargir les circonscriptions scolaires qui en bénéficient à travers l'ensemble du pays. Une autre innovation qu'il faut reconnaître là, après avoir là encore procédé à des audits, à des vérifications sur comment ça se faisait. Le gouvernement du président Patrice Talon s'est engagé à faire autrement les choses parce que avant,
c'est une mesure, c'est pas de nouvelles mesures à la vérité, mais c'est des mesures qui seront mises en œuvre autrement, un peu mieux organisées, un peu mieux structurées. Avant, parfois, oui, il y a quelques circonscriptions qui ont droit, mais les ressources ne venaient jamais et pas à temps. Cette fois-ci, non seulement les circonscriptions qui doivent en bénéficier ont été sensiblement élargies, mais le gouvernement a décidé de faire appel et de confier cela à un de ses partenaires dont l'expertise dans le domaine de la mise à disposition des vivres ne peut souffrir d'aucune contestation. Pour ce que je sais, c'est le PAM, Programme alimentaire mondial. C'est à lui que le gouvernement va verser directement les subventions. Et c'est lui qui aura le leadership sur la répartition à temps. Parce que quand vous décrétez des mesures de gratuité de la scolarisation, l'enseignement maternel, jusqu'en classe de CM2 ou au collège, pour les filles, etc., vous savez que le manque de cantines scolaires, quoi manger dans certaines localités de notre pays font que les instituteurs, les directeurs, les maîtres d'école ont du mal à retenir les enfants à l'école. Donc, c'est des mesures qui viennent accompagner d'autres mesures. Mais cette fois-ci, ce que moi j'ai pu noter, c'est que à chaque fois qu'une mesure est regardée de près, les difficultés sont identifiées. Le gouvernement du président Patrice Talon cherche à confier l'exécution des choses à ceux qui savent le faire et qui sont en capacité de le faire avec plus de chances de réussite. Et ça ne peut qu'aller qu'au bénéfice des populations à la base. C'est ce que moi je sur puis dire. Les exonérations maintenant, il y a les exonérations dans le domaine du foncier, il y a également les pénalités sur la taxe, sur les véhicules à moteur. C'est aussi du social, selon vous? Bien sûr. Bien sûr, la première mesure que vous avez évoquée, vous savez, la forte propension des Béninois, de nos parents, de vous, de moi, de nous tous, au foncier, à acquérir sa parcelle, parfois même dans l'eau, parfois au risque même de boucher les exutoires naturels de l'eau, que le gouvernement ait pensé à exonérer la promotion foncière d'un certain nombre de taxes. Voilà une mesure directe qui touche. Je ne suis pas en capacité ici de dire combien de personnes cela a pu toucher. Mais j'ai la chance, la direction générale du fonds... Au moment où il y a exonération pour le foncier, il y a peut-être des impôts derrière. Quand vous avez une parcelle, vous êtes imposé. Quand vous avez une maison, vous êtes imposé. Et le budget 2018, par exemple, en a fait cas. Il faut quand même payer de l'argent en retour, non? Je ne pense pas que toutes les taxes qui ont été supprimées ont augmenté les impôts, bien que de nouveaux impôts sur le foncier ont été créés. Donc ces impôts existaient. Au même, à côté de ces taxes, un certain nombre de ces taxes ont été supprimées pour nous alléger. On ne peut pas tout supprimer non plus. La construction nationale ne peut pas se faire à crédit ou bien dans la poche des autres, des partenaires, de ceux qui nous aident. Notre droit à la citoyenneté béninoise, notre appartenance à la citoyenneté béninoise appelle de nous aussi de consentir un certain nombre d'impôts dans la communauté nationale. Ce qui se fait presque déjà. Nous allons dire un mot du péage, cette pénalité, les pénalités sur les taxes de véhicules à moteur qui ont été suspendues, les pénalités ne seront pas prises. Est-ce que ça ne pose pas un problème par rapport au recouvrement de ces impôts? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça cause un manque à gagner et peut-être un problème, c'est un problème qui risque d'impacter négativement la mise en œuvre du péage? Non. Pour moi, quand vous présentez le problème sous cet angle, ça me fait sourire parce que là encore, je m'interroge sur pourquoi vous ne voyez pas peut-être que c'est une réponse ou bien que c'est la preuve que le gouvernement et son chef sont à l'écoute des populations. Non, le gouvernement parle de morosité économique.
C'est pour ça que je dis que c'est une réponse. Pénalité. Pourquoi on ne suspend pas cette taxe sur les véhicules à moteur? Parce qu'il y en a qui ont payé. On nous a annoncé une répression 3 mois après. 3 mois c'est passé, on a dit 6 mois. Le 1er juillet est passé, on ne voit aucune répression, mais on annule les pénalités. Il n'y a pas de répression. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas payé jusque-là. Ce qui nous amène à penser que ces taxes ne seront pas, le recouvrement ne sera peut-être pas à un niveau élevé. Est-ce que vous me permettez maintenant d'expliquer? Oui, allez-y. Parce qu'il me semble que vous posez les questions et vous voulez y répondre. Oui. Non, pas du tout. Ok, je suis en train de vous dire que la mesure, de mon point de vue, la mesure de suspension des pénalités, ce n'est pas la taxe même qui a été, le recouvrement, la perception de la taxe qui a été supprimée. C'est la pénalité quand vous ne payez pas dans les temps. Le gouvernement avait annoncé une certaine échéance. Mais face aux difficultés, à la morosité, le gouvernement l'a dit, ce n'est pas mes mots, je prends acte. Et au cri de détresse d'une partie de la population, le gouvernement est son chef. Et comme l'a dit Montesquieu, pour servir les hommes, il ne faut pas être au-dessus d'eux, il faut être parmi eux. Et la faculté des dirigeants, c'est de pouvoir écouter. Être parmi eux, est-ce que ce ne serait pas juste de supprimer la taxe? Non, on ne peut pas. Vous savez pourquoi on ne peut pas la supprimer? Ouais. Cette taxe fait partie, ou du moins quand je dis on ne peut pas la supprimer pourrait appeler une autre procédure. Oui. Cette taxe fait partie de la loi de finances gestion 2017. En même temps que les pénalités. Le gouvernement peut décider. De surseoir ou bien de... Le gouvernement peut décider de surseoir ou bien de différer l'application ou la mise en application des sanctions pour donner plus le temps, soit à la pédagogie, aux explications, etc. Voilà, nous nous plaignons qu'il y a ci, qu'il y a ça, et à chaque fois, quand les ministres, le président, à l'écoute du peuple, essayent d'apporter des aménagements, des assouplissements, ça fait encore l'objet de critiques. Non, ce n'est pas des critiques. On vous pose des questions pour comprendre. Est-ce qu'il ne serait pas juste de supprimer, par exemple, cette taxe ou que fait-on alors pour que ceux qui n'ont pas encore payé jusqu'à aujourd'hui, puisque la répression n'a pas commencé, puissent payer tout au moins pour que tout le monde soit au même pied d'égalité? Certes, on vous fait grâce de la pénalité. Monsieur Imran, j'ai envie de vous demander d'autres taxes qu'il y a dans le pays. Sur le foncier, taxe d'habitation, taxe de ci, ça fait l'objet de quelle répression? On ne peut pas aussi gouverner par la répression. Le gouvernement compte sur le civisme des uns et des autres, sur le patriotisme. Est-ce que vous pensez que le gouvernement du Bénin a une planche à billets et fabrique de l'argent quelque part? C'est les impôts et taxes qui sont levés. C'est sur le civisme de chacun et de tous. Mais quand la mesure, toute mesure qui est nouvelle, a besoin de pédagogie, a besoin de temps pour être mise en application, on ne fait pas la police derrière nous, par exemple, c'est une taxe sur les véhicules. Peut-être bientôt les forces de l'ordre, la police, etc. Je ne suis pas membre du gouvernement. Il n'est pas de mon intention, ou il serait prétentieux de ma part de vouloir répondre au nom du gouvernement. Mais j'opine en ma qualité de citoyen et de soutien de l'actuel gouvernement. Je suis convaincu que le temps viendra où l'effectivité de la perception de cette taxe ou bien du fait de la payer par nous, les citoyens, pourra être contrôlée par un corps de la société, soit la police ou je ne sais quelle autre structure, et peut-être ceux qui n'auront pas payé le peu, parce que figurez-vous, beaucoup ont payé. Le directeur général des impôts en a fait le point, beaucoup ont payé. Et je suis sûr que ceux qui n'ont pas encore payé sont en train de s'apprêter pour venir payer. Je compte sur leur bonne foi. Il vous écoute en tout cas, le temps imparti à cette émission est véritablement vers la fin. Une pensée pour le chef de l'État. Le chef de l'État est malade. Il y a une folle rumeur sur la santé du chef de l'État. Beaucoup d'inquiétudes, trop de supputation, autour de conjectures, j'allais dire, autour de la santé du chef de l'État. Une pensée pour le président de la République. Mon mot pour le président de la République serait de lui souhaiter
un prompt rétablissement. Le président de la République a fait preuve de la transparence la plus totale sur ce qui est de son bulletin de santé. Et j'ai pu constater avec beaucoup de stupeur et de désolation que cela a pu réjouir certains. C'est quand même affligeant. Et je voudrais inviter les Béninois, nos compatriotes, à éviter ce genre d'excès. Nous sommes tous des humains et nul n'est à l'abri de quelques soucis au point de vue de la santé. Nous avons vocation à être indisposés, nous avons aussi vocation à retrouver la santé, la pleine forme. Pour ce que je sais, les informations qui sont les miennes, je sais que le président de la République est en bonne santé, a recouvré sa santé et qu'il va s'atteler à la charge que les Béninois lui ont confiée, la direction, la conduite, les affaires de notre pays. Je voudrais souhaiter que les citoyens, les hommes de paix, les hommes de bonne volonté puissent prier pour le président de la République, pour les membres de son gouvernement, parce que plus ils sont en bonne santé, plus ils travaillent pour le bien, de la nation. C'est vrai que nous avons beaucoup de préjugés négatifs dans notre pays. Plaise au ciel que nous retrouvions le calme, la sérénité nécessaire, l'amour du prochain et que les uns et les autres, quelle que soit leur position, travaillent pour la construction de notre pays. En même temps, votre mot de fin? Mon mot de fin serait d'inviter les jeunes, nous les jeunes, à de la confiance en nous, confiance en leurs idées, confiance en leurs capacités, confiance en leurs aptitudes. Osons l'avenir, osons le Bénin, ayons foi, ayons confiance. Mettons-nous dans les dispositions d'esprit pour saisir toutes les opportunités que le gouvernement de la rupture s'échine au quotidien à mettre à notre disposition. Et je sais que forcément, les lendemains seront des lendemains meilleurs. Je ferai une dédicace spéciale aux jeunes désireux d'aller à l'auto-emploi. L'auto-emploi qui, de mon point de vue, est la solution, j'ai envie de dire l'unique, au problème récurrent du sous-emploi et du chômage des jeunes. Quels que soient les emplois salariés qui seront mis en jeu à disposition, ça ne pourra jamais résorber le nombre de jeunes qui ont besoin de gagner leur vie, qui ont besoin de travailler. Mais puis, dès lors que tout le monde n'aura pas un emploi salarié, j'ai la faiblesse de penser que l'auto-emploi est indéniablement le dernier recours. On vous aura compris. Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Chez vous, c'était Zone Franche. Votre émission recevait pour vous Modeste Kérékou. Avec lui, il a été question des réformes au niveau du Fonds national pour l'entreprise et l'emploi des jeunes et des mesures sociales en général sous le nouveau départ. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain pour un autre numéro.